Bonjour à toutes et tous. Heureux d'être avec vous cet après-midi, voilà, pour illustrer un petit peu quelques exemples locaux de ce beau et grand sujet sur le mouvement baroque. Alors Thierry vient de vous présenter la naissance de ce mouvement baroque à Rome. Évidemment, lorsqu'on visite et qu'on déambule dans les églises, dans les plus de 450 églises historiques de la ville de Rome, on se rend compte que l'art baroque tel qu'on peut le comprendre aujourd'hui avec nos yeux d'hommes et de femmes du XXIe siècle prend toute sa dimension. Alors plus modestement, évidemment, à Nice et dans son comté, ou plus exactement dans le diocèse de Nice, nous avons ici aussi, peut-être un peu plus qu'ailleurs en France, puisque tout simplement nous n'étions pas français à l'époque, un bel exemple de cette traduction provinciale de l'esthétique baroque. Puisqu'évidemment, le Concile de Trente, avec son chamboulement théologique, a eu un chamboulement dans l'esthétique. Et ce mouvement qui va naître au cours du XVIIe, qui va avoir son apogée au cours du XVIIe siècle, puis décliner ou se modifier au XVIIIe, on parlera de baroque tardif, de baroque rococo, je reviendrai un petit peu là-dessus, pour Nice notamment. Évidemment, cette révolution esthétique va être la conséquence de cette théologie qui va naître de la réforme catholique. Alors on peut parler de contre-réforme, je préfère moi parler de réforme catholique du XVIe siècle. Et évidemment, donc cette révolution esthétique, Nice et le comté vont être les premiers à en avoir l'héritage. Alors, je vous rappelle rapidement le contexte, mais vous le savez, au XVIe et XVIIe siècle, Nice fait partie, et son comté font partie de la Maison de Savoie depuis 1388. Notre capitale naturelle est Turin. Et donc, évidemment, nous sommes géographiquement tout près, toute proportion gardée, de la naissance même et du pouvoir pontifical, c'est-à-dire de Rome. Évidemment, vous comprenez bien que Paris, que le nord de l'Europe, même la péninsule espagnole, fait qu'on est géographiquement plus loin. Bon. Alors vous verrez que ça a une importance quand même, l'histoire de la géographie, pour notamment la circulation des artistes qui vont se développer. Alors quand on parle d'art baroque, évidemment, l'architecture est le gros du panier, mais il ne faut surtout pas réduire le mouvement baroque et son architecture. Parce qu'en fait, le baroque, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui va toucher la musique, qui va toucher l'orfèvrerie, qui va toucher évidemment la peinture, et surtout qui va toucher ce qui est quelque chose d'impalpable, c'est-à-dire une certaine vision de Dieu. Et donc, ce mouvement baroque, c'est quelque chose, Thierry en a parlé, de cette théâtralité, on va mettre en scène la liturgie. Il faut que tous les sens de l'homme et de la femme, du fidèle, soient touchés. Les yeux, le toucher, l'odorat, l'encens, enfin, il faut que tout soit sensibilisé à une nouvelle forme d'esthétique. Alors vous comprenez bien aussi que l'application de ce concile de Trente, mais d'ailleurs comme tous les conciles, il faut du temps, il faut des années et des années pour que l'application du concile puisse être faite, et puis surtout il faut des lecteurs. On a parlé des jésuites de façon importante cet après-midi avec les réductions au Paraguay, puis aussi avec ce qu'a dit Thierry, et nous à Nice, c'est véritablement la Compagnie de Jésus qui va être le vecteur de cet esprit baroque à Nice et dans le comté. Et donc, quand vous allez, j'illustrerai un petit peu, j'expliquerai la carte qui est affichée pour que vous compreniez bien le mouvement baroque tel qu'on l'a travaillé, nous, dans le livre sur l'histoire du diocèse. Et donc ce sont les jésuites qui vont, ici à Nice, être vraiment ceux qui vont apporter ce mouvement baroque.
Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la vieille ville, vous connaissez l'église du Jésus, donc, qui est l'ancienne chapelle du collège des Jésuites, qui va devenir paroisse Saint-Jacques par le transfert du siège paroissial de l'église Sainte-Rita actuelle, parce que la paroisse Saint-Jacques, c'était Sainte-Rita, hein, je le rappelle à tout le monde, puisqu'on oublie de dire que l'église aujourd'hui Sainte-Rita, qui est tenue par les Oblates Marie Immaculée, a été une des premières paroisses de la vieille ville avec la cathédrale et Saint-Martin-Saint-Augustin. Et ensuite, le siège paroissial est transféré à partir du Concordat, à partir de 1801 et 1802, à l'église du Jésus. Mais cette église du Jésus n'est pas une église paroissiale au départ, c'est tout simplement une église du collège des jésuites qui jouxte ce bâtiment. Et donc, ce sont les jésuites qui vont... alors, on pourrait la mettre à l'écran. C'est juste après. Ah, voilà. Donc, comme ça, je veux vous expliquer un petit peu aussi la mise en scène jésuite. Donc, c'est un collège qui devait avoir beaucoup d'élèves. Et donc, ce sont les jésuites qui vont, eux, construire cette chapelle. Alors, on ne va pas raser un lieu de culte pour faire cette chapelle-là. On va simplement acheter des îlots, on va raser les maisons et construire cette église. Alors, évidemment, et vous me passerez l'expression, les Niçois qui ont vu dans la première moitié du XVIIe siècle ce décor-là, je peux vous dire que ça leur a piqué un peu les yeux. Parce que vous vous rendez compte le chamboulement que ça peut être. Les Niçois, au XVIe siècle, sont habitués à des édifices qui sont du roman tardif, qui sont... on n'a jamais connu évidemment du gothique flamboyant comme on le connaît dans le nord de la France, mais on a l'habitude d'avoir un appareillage assez sobre. Vous vous rendez compte là? Quand vous voyez, et ça c'est le premier âge, parce qu'en fait on peut grosso modo subdiviser en 3 âges, ici à Nice et dans le comté, le mouvement baroque. Ça, la chapelle des Jésuites, l'église du Jésus aujourd'hui, c'est le premier âge baroque, c'est-à-dire le baroque primitif. Ensuite, j'y reviendrai, nous aurons la cathédrale Saint-Préparate qui est le 2e âge baroque, et puis ensuite un baroque plus tardif, plus rococo, qui sera, et vous la connaissez, la très belle chapelle de la Miséricorde, l'actuelle chapelle de la confrérie des Pénitents Noirs, qui est sur le cours Saléa. Donc pour en revenir à cette église du Jésus, vous avez, vous avez une église sans piliers, qui est une église véritablement d'un seul tenant. Il faut imaginer qu'on est dans une église de collège. Et surtout, vous avez des caractéristiques architecturales qui vont être la représentation de ce dogme dont a parlé Thierry. C'est-à-dire que quand vous arrivez par l'allée centrale, déjà vous montez 4 marches. Bon, vous me direz que monter 4 marches dans une église, c'est à peu près logique. Mais si vous vous rendez compte, et la prochaine fois que vous irez au Jésus, vous le verrez, quand vous cheminez de la porte d'entrée jusqu'à la barrière de communion, eh bien vous montez à l'autel. Mais vous montez physiquement. C'est-à-dire que, là aussi, il y a un plan incliné. Alors évidemment, on le ressent pas, si vous voulez, comme une montée avec une déclivité importante, mais vous sentez que vous montez à l'autel. Tout ça est pensé, puisque le chrétien, les fonds baptismaux sont en bas, commence sa vie de chrétien par être baptisé et monte progressivement, au cours de sa vie, vers l'autel. Donc on monte vers l'autel. Puis ensuite, donc ça c'est vraiment une explication horizontale. Et puis il y a l'explication verticale, qui est capitale pour comprendre le mouvement baroque. C'est-à-dire que, ici, vous avez la trappe pour inhumer les prêtres qui étaient là, les jésuites. Donc, sous la dalle, vous avez le monde des morts, qui est clairement identifié. Ensuite, vous avez les fidèles ici, vous avez le monde des vivants, c'est-à-dire tous ceux qui assistent à l'office. Puis vous montez. Vous avez les autels latéraux, vous avez le monde des saints et des saintes, qui est représenté par la statuaire et par les tableaux. Puis, vous montez encore,
Et là, vous avez le décor de tout ce qui est les angelots, les stucs, qui vont représenter le monde céleste. Et ensuite, et c'est là qu'on se rend compte que beaucoup de bâtiments baroques ont été tellement transformés au XIXe qu'on a complètement modifié l'esthétique post-tridentine, c'est-à-dire que le monde, l'infini de Dieu, est représenté par une voûte qui est toute blanche et qui n'est pas automatiquement peinte. Sauf que le Jésus, au XIXe, on s'est empressé de faire des décors, toutes autres choses. Mais vous le verrez à la cathédrale, je le montrerai à la cathédrale, vous avez toute cette classification verticale du chrétien jusqu'à l'infini de Dieu, avec une véritable représentation spatiale. Donc ça, c'est très important. Et évidemment, dans l'esthétique et dans le goût complètement un peu fou du baroque. Puisque quand on dit, tiens, celui-là est un peu baroque, même aujourd'hui, dans le langage courant, on se rend compte qu'il est un peu frappé. Parce que, véritablement, le chrétien niçois qui a vu ce décor-là, il se dit, ils sont fous, ceux-là. Qu'est-ce que c'est que cette représentation? Même nous, des fois, quand on rentre dans des églises un peu trop chargées, on se dit, bon, voilà. Sauf que c'était le support d'une théologie, et surtout, dans une volonté militante d'imposer quelque chose. Et donc, c'est là aussi qu'on se rend compte qu'avec ce décor baroque, on va multiplier les artisans qui vont être notamment les stucateurs. On ne savait pas, on ne maîtrisait pas tous ces stucs, les chapiteaux ornés. Et donc, évidemment, toutes sortes de nouvelles technologies, de nouvelles techniques dans le décor architectural va venir être le support de cette foi que l'on va avoir ici à Nice, mais aussi dans le comté. Alors, on va revenir sur la première carte, juste avant, s'il vous plaît. Voilà. Juste pour vous parler un petit peu, c'est le travail que nous avions fait sur comment le mouvement baroque s'est développé dans le comté de Nice. Alors, vous voyez que le comté de Nice, à l'époque, c'était pas grand-chose, c'est la partie bleue, c'est-à-dire c'est la vallée du Paillon, la vallée de la Vésubie et la vallée de la Tinée. Hein. Tout le reste, évidemment, ici, nous sommes en France, et ici, nous sommes dans le diocèse de Vintimille. Mais on a voulu voir, et regardez la typologie, avec des étoiles rouges, jaunes et vertes. Et on s'est rendu compte que ce mouvement baroque va profondément, alors évidemment sur un siècle et demi, hein, ne croyez pas que cette esthétique, cette architecture s'est faite en 20 ans. Et on s'est rendu compte que les étoiles rouges, ce sont les édifices qui ont été entièrement démolis pour reconstruire à la place une architecture complètement baroque. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, on rase les églises pour faire une nouvelle église, toujours plus belle. Mais à l'époque, bon, c'est pour ça que vous vous rendez compte que dans Nice, cherchez une église d'art roman ou d'art gothique ancien avant le baroque. Vous n'en trouverez pas. Et pourtant, elles ont existé. Je peux vous dire que le diocèse de Nice a été fondé au 4e, 5e siècle, jusqu'au 16e siècle, il y a quand même eu des lieux de culte. Ils sont où? Ils n'y sont plus. Donc là, vous vous rendez compte de la volonté aussi politique. C'est-à-dire que les jésuites qui vont apporter l'esthétique, il va falloir aussi ce mélange de spirituel et de temporel. Parce que sans la volonté temporelle, ils n'auraient jamais fait ça. Bon. Donc, toutes les étoiles rouges, ce sont, et là on a développé pour la ville de Nice, ce sont les bâtiments qui vont être entièrement détruits et reconstruits à l'époque au XVIIe siècle, avec des volumes généralement beaucoup plus importants, évidemment, que l'église qui était précédemment. Ensuite, les étoiles jaunes, c'est les principaux édifices qui ont été baroquisés. Thierry vous a parlé du culte du Saint-Sacrement. Il est capital pour comprendre l'esthétique baroque. Et là, dans certaines églises, on le verra notamment à la cathédrale de Grasse, vous savez, cette église, la fin du Moyen-Âge, massive, lourde, sobre, en plus elle a brûlé, enfin, des piliers massifs, vous vous approchez, et là, sur la droite,
vous avez la chapelle du Saint-Sacrement, qui est entièrement baroque, qui est en mauvais état, mais qui a été splendide, qui va être certainement restaurée dans les prochaines années. Voilà. Voilà des bâtiments où on a baroquisé une partie du bâtiment, parce qu'on n'a pas voulu le raser. Et quelle partie? La chapelle du Saint-Sacrement. En priorité. Pas que. Pas que. La cathédrale de Ventimille, pour ceux qui la connaissent, alors je ne parle pas du marché vulgaire qui est en bas, montez, je vous en supplie, montez voir la vieille ville de Ventimille, qui est splendide. Et notamment cette cathédrale splendide qui a été restaurée. Et là aussi, très sobre, un roman méditerranéen, et une chapelle baroquisée, que vous allez trouver, la deuxième à partir de la gauche. Voilà. Voilà donc des bâtiments, des édifices en partie baroquisés, et les édifices construits à l'époque baroque. Alors là, on ne va pas raser quelque chose existant, mais on va construire de nouveaux bâtiments. Et on se rend compte, donc ça c'est l'étude uniquement pour le diocèse de Nice, petite catégorie, j'ai envie de dire, donc 17e, 18e, on se rend compte que, à partir de Nice, qui est, même si elle a 15 000 habitants en 1650, et la principale ville du diocèse, va rayonner des artisans, des architectes, pour essayer de faire que cet art baroque puisse aller en dehors aussi des grandes villes. Alors, vous comprenez que je mets plein de guillemets à cette expression, mais on va aller à l'Escarène, aller voir cette splendide église de l'Escarène, qui est là aussi complètement dans le deuxième âge baroque, contemporain de la cathédrale Sainte-Réparate, avec ces deux chapelles de pénitents qui jouxtent. Vous arrivez à l'Escarène, vous dites, putain, voilà comment, à des petites villes comme ça, des architectes, et notamment des architectes niçois, qui ont été formés à Turin, qui ont été formés à l'école baroque, telle qu'on l'a enseignée, évidemment, puisque à l'époque, c'était le mouvement qui était en vigueur, eh bien, on se rend compte qu'il va y avoir une pénétration à partir de Nice dans toutes ces vallées assez reculées. Bien entendu, je parlais d'architecture, pénétration baroque, par la peinture, par l'orfèvrerie, par la paramantique, voilà. On décline cette esthétique sur tous les aspects que la liturgie peut déployer. Donc ça, c'est important que vous le compreniez. Alors, on va un petit peu avancer sur le deuxième âge baroque. Donc, voilà, donc la cathédrale que vous connaissez un petit peu. Vous voyez bien que le plafond, là, répond à l'esthétique primitive 17e du premier âge baroque, où l'infini de Dieu n'est pas spécialement représenté. Donc, on a des plafonds qui ne sont pas peints, mais la lecture verticale, c'est la même que pour l'église de Jésus, avec le monde des vivants, le monde des saints, le monde céleste et l'infini de Dieu. Avec aussi cette coupole, alors là aussi, mais là avec... Il faut aussi se rendre compte que l'esthétique baroque au XVIIe et XVIIIe siècle va répondre aussi au progrès de l'architecture. L'histoire des coupoles qui vont donner le puits de lumière dans le transept et là où est le cœur de l'édifice, d'une église, va le permettre. Au XVe siècle, les coupoles, à chaque fois qu'on essayait d'en monter une, on mettait que des bannières dessous parce qu'une fois sur deux, les ceux la recevaient sur la tête. Hein. D'ailleurs, Monseigneur Paletti, c'est évêque de Nice, quand il fait construire la première coupole, elle va s'écrouler, elle lui tombe dessus, il en meurt. Et oui, c'était aussi des exercices difficiles. Aujourd'hui, on saurait le faire, évidemment, quoique exactement la même, peut-être pas. Oui, mais avec les matériaux de l'époque, voilà. Donc, voilà, là vous avez la cathédrale. Ensuite, pour vous montrer, voilà. Donc les décors, je vous dis, c'est un petit zoom là sur les anges trompettes. Voilà, donc on est dans le mouvement, on est dans les ruptures, on est dans les stucs, on est dans tout ce qui va représenter une forme de théologie telle que le Concile de Trente va l'insuffler. Avec cette particularité où on met toujours le pouvoir politique à un endroit, l'aigle de Nice, dans le cartouche, là-haut, vous vous rendez compte que, voilà, le spirituel et le temporel ne font qu'un. Et là, on se rend compte qu'une église comme Sainte-Réparate devient aussi un lieu éminemment politique. Voilà, puisque les deux sont associés.
Voilà un exemple aussi. On a parlé de toutes ces chapelles du Saint-Sacrement. La chapelle du Saint-Sacrement de la cathédrale, c'est la plus belle des chapelles. C'est celle qui, avec les colonnes torses, avec les ruptures, avec tous les stucs, font qu'elle est absolument un vrai chef-d'œuvre, avec des marbres polychromes, avec ce marbre noir tel qu'on le travaillait aussi beaucoup à Nice, et on va le retrouver dans plein d'églises. Voilà. Donc là, on se rend compte, et toujours, toute la représentation du Saint-Sacrement, c'est-à-dire le ciboire, l'hostie rayonnante, l'ostensoir, voilà, sous toutes ses formes. Les rayons qui partent dans tous les sens, on le voit évidemment ici dans le cartouche, voilà. Là, la dispute du Saint-Sacrement avec un très beau tableau, avec toutes sortes aussi de lectures. On est vraiment dans cette esthétique-là. La suite. Bon, ça c'était pour vous montrer un petit peu le concept. Voilà. Alors, évidemment, je vous disais, donc sous toutes ces formes, l'art baroque, juste une petite parenthèse sur l'orfèvrerie. Donc là, on est dans du baroque plus tardif, on est vraiment au milieu du XVIIIe siècle. C'est la chasse reliquaire de Saint-Bassus. Et là aussi, alors là, on sait pas mal de choses sur l'orfèvre, tout ça. Et on est vraiment dans une esthétique, là aussi, qui répond à ce goût du moment, avec là aussi des angelots, les pieds griffés, en forme de griffon, enfin, donc tout en argent repoussé. Donc c'est pour vous montrer un petit peu quelques exemples aussi de cette déclinaison de l'esprit baroque, de l'esthétique baroque sur toutes sortes de matériaux. Voilà, là aussi, un tableau qui est à l'actuelle église Sainte-Rita. Quand vous rentrez tout de suite à droite, vous verrez, il est mal éclairé, mais c'est un des très beaux tableaux de Sainte Rosalie de Palerme, qui a été énormément vénéré. Et là aussi, un tableau typiquement dans le mouvement baroque, où ça part dans tous les sens, où en fait, il faut, pour avoir une lecture véritablement du tableau, il faut comprendre, ben voilà, les personnages en premier plan, les deuxièmes, la dispute, l'intercession verticale, voilà. Le peintre va avoir la même application que l'architecte. Voilà, alors ça c'est la chapelle du Saint-Sacrement de la cathédrale de Grasse. Pour vous montrer des statues gigantesques, un peu dans l'esprit de celle du Latran, des statues alors évidemment toute proportion gardée, dans des niches. Alors évidemment des statues supplicielles, alors vous mettez ça, ces horreurs là qu'on a foutu, voilà. Vous l'imaginez dans son jus 17e, fin 17e. Mais quand vous voyez cette chapelle, et que vous voyez le reste de la cathédrale qui est très sobre, qui est très tout en pierre, vous vous rendez compte que là, la volonté manifeste de donner au Saint-Sacrement une importance capitale. C'est aussi l'époque où toutes les confréries du Saint-Sacrement vont venir animer spirituellement ces nouveaux lieux de dévotion. Et là aussi, dans les archives, on se rend compte énormément la puissance de ces confréries du Saint-Sacrement, qui vont naître dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, à peu près dans toutes les paroisses du diocèse de Nice. On a une confrérie du Saint-Sacrement. Donc ce n'est pas que un décor, c'est aussi un appel à la dévotion et au culte du Saint-Sacrement, en réaction par rapport évidemment à la réforme luthérienne. Je crois qu'il y en a encore une, ou je ne sais plus. C'est bon. Voilà. Donc, pour vous parler donc, de ce deuxième âge baroque qui est donc Saint-Préparate, l'Escarène, donc là, mais là je vous invite vraiment à y aller presque sur place. Vous verrez que ça sera beaucoup mieux que des projections de photos. Et puis le troisième âge baroque, si on peut en parler ainsi, c'est tout le XVIIIe siècle. Bien entendu, notamment dans la première moitié du XVIIIe, on continue à construire dans le goût baroque. Mais quelque chose a un peu changé. On essaie d'en faire un peu trop. C'est un peu l'exemple de l'église Saint-Gaëtan, qui est aujourd'hui donc la chapelle des pénitents noirs de Nice,
et qui est, vous voyez, comme quoi, elle est bien dans architecture baroque tardive et rococo, elle est une illustration de cet âge baroque tardif. Donc là, on voit un petit peu, là aussi, il faut y aller pour s'en rendre compte, hein, parce que les ruptures et tout ça, c'est assez extraordinaire, mais avec des plafonds peints, alors qu'on ne faisait pas au départ, comme je vous disais, des plafonds peints. Il y a des cas particuliers, et là, au XVIIIe, on commence à modifier un petit peu les canons esthétiques de ce mouvement baroque tel qu'on peut le voir. Saint-Pons, qui est actuellement l'abbatiale de Saint-Pons, qui est en train d'être entièrement restaurée par la ville de Nice. J'y suis allé encore la semaine dernière. On se rend compte que Juvara a certainement été, parce que l'abbé commendataire de Saint-Pons était quelqu'un qui connaissait beaucoup de monde, et à Rome et à Turin. Et on se rend compte que certainement c'est Juvara qui a été l'architecte de Saint-Pons. On se rend compte, là aussi, on met la première pierre en 1720. Elle va être achevée 25 ans plus tard. Mais on a une esthétique absolument splendide, mais on voit que le baroque primitif, tel que les jésuites l'ont un petit peu ici amené, avec l'église de Jésus, on a un cousinage, mais qui devient de plus en plus lointain. Certains, et ça c'est très subjectif, diront que le baroque tardif ou le baroque rococo va devenir de plus en plus lourd. Les décors sont un peu grossiers. On n'a plus du tout la même théologie 70, 90 ans plus tard par rapport à ce que l'esprit du Concile de Trente a voulu. Donc, voilà, pour vous faire un petit peu rapidement, hein, c'était un panorama de ce mouvement baroque. Je crois que s'il fallait résumer cette révolution esthétique telle qu'on l'a connue à Nice et dans le comté et dans le diocèse, c'est vraiment une influence de notre capitale naturelle qui était Turin, une influence donc piémontaise, et une deuxième, et j'ai envie de dire qu'on a le double héritage ici à Nice, une véritable influence génoise, une influence ligure, puisque là aussi la proximité géographique avec Gênes fait que beaucoup d'architectes, beaucoup d'artisans génois sont venus à Nice, se sont installés pendant 3-4 ans et ont travaillé ici sur place, des stucateurs, des peintres, des tailleurs de pierre, tout ça. Et évidemment, voilà, on a ce double héritage, notre capitale naturelle, Turin, où là, énormément d'architectes sont venus travailler à Nice, qui était donc ce débouché maritime, une ville finalement importante, même si les moyens de communication entre Nice et Turin étaient plus que compliqués à l'époque, et l'influence génoise. Et donc ça, c'est très important pour comprendre ce baroque provincial, si tant est qu'on puisse le définir comme ça, par rapport au baroque romain, qui avait la puissance de ses cardinaux et de ses papes avec des moyens qu'aucune autre ville ne pourra avoir, notamment en Europe occidentale. Donc voilà, donc ça c'est important de comprendre ces trois âges baroques et cette double influence turinoise et génoise. Alors, juste pour terminer, quelques petites références bibliographiques. Donc, sur le baroque en tant que tel, qu'on peut venir compléter les bouquins de Thierry, c'est deux ouvrages qui ont été publiés chez Gallimard, qui sont assez bien faits, un sur le baroque et un sur le XVIIe, grosso modo, et l'autre sur le XVIIIe, qui sont remarquablement bien faits, et ça c'est pour le baroque général. Pour le baroque niçois et monégasque, c'est quand même l'ouvrage de référence, qui est absolument introuvable, mais trois dans toutes les bibliothèques. C'est l'ouvrage que Dominique Foussard et Georges Barbier avaient publié chez Picard, où on a une vraie bonne approche de ce baroque sur la Côte d'Azur. Et puis évidemment le diocèse de Nice, mais ça vous le connaissez, où là aussi on a beaucoup travaillé, surtout Hervé Barelli dans son chapitre, sur le diocèse de Nice au XVIIe et XVIIIe siècle, et comment les évêques de Nice, eux aussi, finalement, ont été vecteurs de ce mouvement baroque, puisqu'il fallait bien un décideur, et notamment la cathédrale Sainte-Réparate, c'est la volonté de Monseigneur Proval-Lény, de Palétis, de plusieurs évêques, qui ont soutenu ces artistes baroques. Voilà. Donc, pour présenter une rapide présentation
de ce beau mouvement baroque. Mais le mieux, c'est de rentrer dans ces églises et de prendre le temps de regarder les détails de tout ça. Parce qu'on rentre, on voit tout ça, et puis finalement, on ressort. Voilà, il faut prendre le temps d'écrire et de regarder cette lecture horizontale et cette lecture verticale de cette esthétique baroque. Voilà, je vous remercie.